Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons sur notre sujet de l'argent. Nous avons vu hier que l'argent n'était pas sale ni tabou, que Dieu n'avait aucun problème avec l'argent. Par contre, quelquefois, les hommes ont des problèmes avec l'argent. Donc, j'espère que cette émission vous a aidé à rectifier vos motivations. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec le sujet des dettes. Comment éviter les dettes? Comment sortir de cette spirale infernale alors que nous vivons dans une société extrême de consommation où les offres pleuvent de partout? Comment être sage avec nos finances? Et je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle. Bonjour Anne. Bonjour Annabelle. Bonjour Mathilde. Bonjour Annabelle. Et nous sommes toujours avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Et nous allons continuer de parler donc des finances et des dettes, parce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui dans la société où on vit, c'est facile de tomber dans l'endettement avec les cartes de crédit, avec les prêts, etc. Alors comment éviter ce genre de déboire? Parce que je crois qu'il y a des gens qui sont extrêmement malheureux et qui se retrouvent dans des situations de précarité à cause d'une mauvaise gestion finalement. Oui, c'est à cause de la convoitise, parce qu'on achète, on vit au-delà de ses moyens. Donc, il faut vraiment s'asseoir avec son budget, vivre selon ce que nous, on a, selon les moyens qu'on a. Beaucoup de gens sont dans les dettes parce que, surtout ici en Occident, où est-ce que le crédit est très accessible, soit par les cartes ou les prêts, et les achats et tu payes plus tard, les financements des meubles, et toutes ces choses-là, le crédit est très accessible. Alors, les gens... Quand on parle de financement, c'est de payer en plusieurs fois, c'est ça? Exactement, c'est d'acheter, tu vois un meuble que tu veux, mais au lieu de la bonne vieille manière qui est d'économiser ton argent et ensuite aller l'acheter ou de faire un dépôt et de revenir payer jusqu'à ce que tu l'aies obtenu, les gens le financent. Ça veut dire qu'ils obtiennent le meuble tout de suite. Donc, tout de suite, je satisfais mon besoin, mais je paye plus tard. Je paye par mensualité pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, dépendamment de ce que tu achètes. Et ce qui fait qu'à la longue, on accumule des dettes à gauche, à droite. On se dit, on a de l'argent, on va pouvoir le payer. Mais si tu perds ton emploi, si tu tombes malade, si tes revenus changent pour une raison X ou Y, ben tu te retrouves dans une situation d'endettement. Donc, tout ce qui a l'air d'être une bonne affaire, qui a l'air de faciliter notre bonheur, c'est pas vraiment une bonne affaire, c'est plus un piège. Oui, c'est plus un piège. Et la Bible nous parle de la bonne gestion. La Bible nous parle de la bonne gestion. Anne, tu l'as dit tantôt, cette parole-là, je vais te la laisser la dire. Que c'est une grande chose de gain. Elle dit tellement de choses intelligentes, Anne, que... Celle que c'est pas bien de prêter, d'emprunter, de vivre selon ses moyens. Tu as dit ça tout à l'heure dans Romains. C'est Aurélie qui avait la théorie. Je vais lire Romains 13, verset 8 qui dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui... qui aime accomplir la loi, mais c'était le fait de ne rien devoir à personne. » Exactement. Donc, la Bible nous encourage déjà à ne pas vivre dans l'endettement. D'être des gens qui prêtent et non des gens qui empruntent, et d'avoir une mentalité de savoir gérer son argent. Et la parole nous dit dans 1 Jacques 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la donne. Donc, c'est d'avoir la sagesse par rapport à la gestion de nos revenus, va vraiment nous éviter de l'anxiété, nous éviter des stress, nous éviter de nous trouver dans des situations de où est-ce on est tellement submergé des dettes qu'on ne sait pas comment vivre en paix, quoi. Mais par contre, ça c'est Aurélie qui l'a dit dans l'émission précédente. Hier, tu as dit que finalement, cette prospérité permettait de payer ce qui était des désirs et non plus des besoins. Et en fait, quand on utilise notre argent comme ça par des désirs, on risque d'être dispersé et puis de perdre de l'argent. Ben en fait, c'est la société dans laquelle on vit qui a créé ce déséquilibre, parce qu'on est dans une société de consommation qui nous dit que nous serons heureux. Tous les commerciaux à la télé, sur Internet, nous disent que nous serons heureux si nous pouvons enfin s'acquérir telle ou telle chose, si on peut avoir le dernier modèle de telle voiture ou la dernière télé qui est sortie. Et c'est ça fait que les gens, quand ils n'ont pas ça, pensent qu'ils sont malheureux ou pensent qu'ils ne peuvent pas être heureux sans cette chose. Donc, les gens vont vouloir, si on comprend mal ce que c'est avoir des biens, ben, ils vont penser qu'ils ont besoin de cette chose-là pour être heureux, et c'est ce qui crée tout
le déséquilibre et le chaos financier. Et comment on fait pour savoir si on en a besoin, si ça va être une occasion de dette ou alors si c'est quelque chose qu'on peut se permettre parce que ça nous fait plaisir? Comment est-ce qu'on peut faire la part de ces choses-là? Mais il faut tester aussi nos motivations quelque part parce que si on veut quelque chose juste parce que la personne à côté a la même chose et que ça ne sert à rien, c'est juste pour répondre à un désir de paraître. Là, c'est clair qu'on n'en a pas forcément besoin. Mais si on a besoin et qu'on sait que ça va nous faire aller de l'avant, ça va nous permettre d'être une source de bénédiction, ou bien ça va nous bénir notre famille. Là, on est quand même dans du bon. On n'est pas juste centré sur nous avec nos désirs égoïstes, mais on ouvre la porte à... La motivation, c'est un point. Et puis, il y a aussi l'usage qu'on va faire du bien qu'on va acheter éventuellement en se faisant prêter de l'argent. Parce que c'est une vraie perte et c'est un vrai endettement que de s'endetter pour des biens qui sont éphémères, donc de consommation. Mais si on emprunte pour s'acheter une maison, par exemple, c'est pas la même chose. Parce que celui qui emprunte pour s'acheter une maison ne s'appauvrit pas parce que c'est un bien durable. Voilà. Mais c'est un vrai appauvrissement quand on emprunte et qu'on fait du crédit pour acheter un bien qui va durer que comme quelques semaines, quelques années. Comme tu disais, toutes ces choses-là, ça va juste créer plus de charges dans le budget. Il faut surtout pas faire par impulsion parce que, en fait, tu disais Mathilde, la société de consommation dans laquelle on est va susciter les besoins. Et donc, ils vont tout faire pour provoquer l'achat d'impulsion. Oui, on se fait créer des besoins. On se fait créer des besoins et ils vont jouer sur l'impulsion, sur comme tu disais, de réfléchir à nos motivations. On n'a pas le temps de réfléchir. Parce que l'offre se termine aujourd'hui, après c'est fini. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc c'est là, maintenant. Puis ils vont tout faire pour te faire sortir ta carte de crédit. Ouais, mais c'est ça, il faut comprendre aussi que ces compagnies-là, ils ont des départements de marketing qui sont assis jour après jour à réfléchir à comment susciter, comment éveiller une émotion chez la personne, soit de peur, je dois m'acheter ce système d'alarme ou de joie. Ils jouent vraiment avec les sentiments des gens. Ils jouent beaucoup avec les sentiments. Et nous, les femmes, qu'on se dise, en tout cas, moi, je le dis, des fois, on achète, on fait des achats émotionnels. On est fâché ou on est triste, et puis bon, on va aller au centre d'achat. On va s'acheter des souliers. On va s'acheter des souliers. Écoute, là, il y a quelques temps, j'ai des collègues de travail qui sont allés à Boston. Elles sont revenues de leur week-end, qui était supposé un week-end de repos seulement. Mais elles sont revenues avec des boîtes. Et là, j'ai dit à l'une d'entre elles, et comment c'était. Écoute, elle s'achetait 3 paires de bottes, mais elle dit c'était vraiment, vraiment un bon spécial, vraiment. J'ai dit, ok, c'était combien la botte? $129. Bon, 129, c'est pas vraiment un spécial. Fois 3, mais on est en été, t'en avais vraiment besoin. Puis elle a déjà d'autres bottes. Et puis après, et c'est ça les femmes on fait, on rationalise, puis là on devient des experts en actuariat. Mais non, tu vois, si on fait le calcul de probabilité de, et là ça devient tout un calcul. Puis à la fin elle a dit, tu sais quoi, je m'assume. J'ai dépensé de l'argent pour acheter ces bottes que j'avais pas besoin. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'endettement, malheureusement. C'est des achats à gauche, à droite qui s'accumulent et puis à un moment donné, on n'est plus en mesure de faire nos paiements. Et comment on doit faire concrètement? Je passe dans un magasin et là, il y a l'offre exceptionnelle qui prend fin et pour la dernière... Pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais c'est mon esprit qui domine et non ma chair. C'est mon esprit qui domine et non ma chair. Moi, je dis toujours, j'ai une dame qui m'a approchée justement, qui avait ce problème-là, une jeune fille qui dépensait énormément et qui dépensait émotionnellement beaucoup. Et je lui ai dit, tout d'abord, tu vas pas au magasin avec tes cartes. Parce que avec les cartes de guichet ou les cartes de crédit, c'est que tu accèdes directement à ton compte ou directement à beaucoup d'argent. Tu sors, amène-toi $50, amène-toi $40, amène-toi $100, amène-toi un petit montant. Et si tu dois dépenser, au moins tu ne dépenseras pas tout ton salaire non plus. Tu vas dépenser dans cette sphère-là. Et des fois, c'est faire autre chose. On a besoin d'achat, mais comme Aurélie dit, si on réfléchit, ben ok, j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais me donner une semaine. Je vais me donner 3 jours. Je vais pas y aller aujourd'hui, de manière à ce que j'ai le temps vraiment de réfléchir à savoir si le besoin est réel ou si c'est juste un sentiment. Il faut savoir répondre à ses réels besoins. Parce que l'achat impulsif, bon, moi aussi, parfois, il m'est arrivé de faire des achats impulsifs. Mais elle a un passé d'acheteuse impulsive. À la longue, on se dit, mais oui, j'ai tout ça, mais à quoi ça sert? Donc, c'est vraiment important, je pense, de savoir quel est mon réel besoin à cet instant. Si j'ai pas besoin de 3 bottes, faut pas les acheter toutes les 3. Il faut aussi se donner cette autocensure personnelle, prendre cette décision et se dire, je ne vais pas faire des achats juste
par émotion, mais je vais répondre à mes réels besoins. Sauf que les commerçants vont pas jouer avec ton raisonnement, ils vont jouer avec mais tes c'est émotions. toi. Donc la clé, c'est ce que disait Nadine, c'est-à-dire que pour reprendre le contrôle de ses finances, la base, c'est déjà de faire un budget, de savoir combien il rentre et combien je vais pouvoir dépenser et quelles sont mes dépenses essentielles. Puis, une fois qu'on a bien mis à plat son budget, qu'on sait combien va rentrer, combien va sortir de façon sûre, qu'est-ce qui me reste pour les vêtements ou pour tout ce qui peut éventuellement faire partie de ces achats d'impulsion. Et on est bien d'accord que c'est pas une bonne chose. Et ensuite, on se fait des enveloppes. Alors, j'ai 200 pour la nourriture, j'ai 20 pour les produits d'hygiène, et si tu te fais des enveloppes avec du vrai argent, le piège de ceux qui font des achats d'impulsion, c'est d'avoir les cartes dans leur sac. Tu laisses les cartes à la maison, en début de semaine ou en début de mois, tu te fais tes enveloppes, et puis s'il n'y a plus rien dans l'enveloppe chaussures, ben, tu achètes plus de chaussures, c'est aussi simple que ça. Parce que on a beau se raisonner, une fois que tu es dans la boutique, il y a comme les émotions qui prennent le relais. T'as des papillons devant les yeux, c'est merveilleux, je l'ai vu, j'en ai besoin, t'es dans les chaussures. Puis là, t'ouvres ton sac à main, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte de crédit. Il n'y a que l'enveloppe marquée épicerie. Et là, tu te rends compte beaucoup mieux que si tu t'achètes ta paire de bottes à 40, eh ben, tu n'auras plus les 40 pour acheter à manger. Donc, ça te fait revenir crûment, mais fermement sur la terre des humains, disant non, je n'ai pas l'argent pour, donc je ne vais pas le faire. Donc la base, c'est ça, de budgéter, de se faire des enveloppes avec du vrai argent. Et là, on reprend le contrôle de nos finances. Et éviter le lèche-vitrine aussi. Se promener dans les magasins. C'est ça, j'allais dire, faut quand même éviter la tentation. Pour se promener en disant, mais je vais juste voir comme ça, je vais savoir. On sait jamais. Et là, tu tombes sur la journée, super vente, liquidation. Finale et tout ça. Non, donc avec un petit peu de maîtrise de soi et quelques actions pratiques, on peut déjà limiter nos achats compulsifs et émotionnels. Et il y a aussi le problème des gens qui, parce qu'on en a juste parlé tout à l'heure du paraître, qui vivent constamment au-dessus de leurs moyens. Parce que quelquefois les gens autour d'eux ont plus d'argent qu'eux et ou pour impressionner ou pour un tas de raisons, ou parce qu'on a mal commencé, on a commencé comme ça puis on a du mal à revenir un petit peu en arrière. Et ça aussi c'est un problème quand même parce que la société aujourd'hui, on a parlé, la pauvreté ne glorifie pas Dieu, mais la pauvreté comme elle est annoncée aujourd'hui par la société, elle est pas vraie non plus, dans le sens où on peut facilement se sentir pauvre. Si t'achètes cette voiture-là, on te propose plein d'options qui font que finalement, si t'achètes la voiture là telle quelle, t'achètes quasiment un vélo. Non, mais ça, c'est vrai ce que tu dis par rapport à se comparer aux autres. Mais là encore, ça revient, écoute, chacun doit vivre sa vie. Il faut que tu vives selon tes moyens. Tu peux pas, si tu te sens comme si tu as toujours l'impression de te comparer aux autres. Est-ce que c'est parce que les autres te font sentir que tu ne fais pas partie de leur club? Peut-être que, je sais pas, tu as des amis qui ont plus d'argent et quand elles veulent aller au restaurant, c'est toujours un restaurant très cher. Mais si c'est des vrais amis, tu leur dirais, écoute, moi, je peux pas me permettre à ce restaurant-là. Allez-y. La prochaine fois, on ira à un restaurant, on ira à la maison, tiens. Mais c'est question de s'assumer aussi parce qu'il y a personne qui connaît tes finances que toi-même. Et comme tu le disais l'autre fois, on est dans une société, on est dans un pays quand même confortable. Donc c'est de prime abord, tu peux pas vraiment savoir la situation financière de quelqu'un parce que tout le monde est bien habillé, tout le monde paraît bien, tout le monde a mangé ce matin. Donc c'est difficile de savoir. Donc c'est tout, mais c'est toi qui connais ta situation. Donc il y a une parole qui dit dans ma langue que tu peux pas manger plus grand que ta gorge. Ça passe pas. Donc c'est le même principe. Si on se donne cette image-là, que si je prends plus que ma capacité de payer, à la fin de la journée, c'est moi qui serai mal pris. Les autres, ils vont juste me regarder, mais c'est moi qui vais être mal pris. Donc en tant que femme, c'est de s'assumer vraiment par rapport à ses finances, de regarder clairement combien je gagne, combien je peux me permettre. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et tu parlais par rapport aux autres, justement, mais est-ce que c'est une solution quand on a des dettes ou qu'on n'arrive pas à s'en sortir que de demander de l'argent aux autres personnes, aux gens, à notre entourage, nos parents, nos amis? Pour moi, c'est une solution. Non, mais je rigole. Mais la Bible dit que dans la version Tchatchou, c'est une solution. La Bible dit que celui qui emprunte, je pense, est l'esclave. Oui, est l'esclave de celui qui prête. Ouais, c'est ça. Et c'est pas une solution dans la mesure où ça va pas nous aider en soi
parce que ce qui nous a poussé là, c'est une attitude, une façon de réfléchir, c'est une façon de penser. La solution vient du fait qu'on découvre le problème à la base et qu'on puisse se dire, là, je vais soigner ça. Si j'ai tendance à gaspiller, par exemple, il faut soigner le fait que je gaspille. Parce que même si quelqu'un à côté m'aide et me donne de l'argent pour payer une dette, ça va pas changer le fait que quand j'ai de l'argent, je veux toujours le gaspiller. C'est ça, parce que cette dette-là va être renflouée, mais tu vas t'es en train déjà de te préparer pour une nouvelle dette, et ainsi de suite. En tant que chrétienne, c'est une mauvaise attitude d'aller demander à quelqu'un. La première personne à qui on demande, c'est à Dieu. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins et c'est Dieu qui voit notre situation. Il la connaît encore mieux que nous, notre situation. Et s'il voit qu'on fait des efforts pour être sage avec l'argent, s'il voit qu'on a vraiment de la bonne volonté à changer, compris, si on est dépensière, qu'on prie vraiment, Seigneur, aide-moi à passer par-dessus, à changer vraiment d'attitude avec l'argent, il va le faire, il va nous aider. Et s'il voit qu'on est vraiment mal pris financièrement à cause de nos problèmes de dépenses, il va aussi, dans sa bonté, sa miséricorde, nous aider. Mais il va voir les intentions et les motivations. Et on peut en faire un sujet de prière, vraiment, le matin, mais tous les matins, si vraiment tu as un problème de dépenses, tu pries ton Dieu, puis tu dis, Seigneur, j'ai vraiment un problème avec l'argent, aide-moi. Et il va le faire. Et il va le faire. Mais d'aller chercher de l'argent chez Pierre, Paul, Jean-Jacques, c'est un fléau dans certaines églises. Il y a des gens qui sont plus à l'aise, qui se font littéralement harceler par certains, qui jouent sur la pitié ou sur l'affectif. Si tu es vraiment mon frère en crise, donne-moi parce que j'ai besoin. Ça marche pas, ça. Et on l'a vu dans tellement de témoignages. On s'adresse à Dieu, on prie pour notre besoin. Et l'Esprit de Dieu est assez puissant pour aller trouver une personne et mettre à cœur notre situation à quelqu'un. Et ça sera tellement plus glorieux pour Dieu et tellement plus fortifiant pour notre foi de voir que Dieu a suscité quelqu'un pour nous aider dans notre situation. Ça m'est déjà beaucoup arrivé mieux que d'aller plusieurs demander. fois. Mais entre autres, une fois, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et il y avait plein de billets. Wow! Qui a mis ça là? Je n'ai jamais su c'est qui avait fait ça. Et c'est la gloire de Dieu. Et quand on a un besoin, qu'on l'amène au Seigneur, c'est lui qui répond et c'est tellement plus glorieux. Tout le monde Mais va devenir ouvrir des sa boîte. mendiants, ça marche pas. Allez à votre boîte aux lettres. Quelque part, c'est même insultant pour notre Dieu qui s'est engagé à pourvoir à nos besoins que d'aller mendier envers quelqu'un. Je trouve que c'est dégradant pour Dieu et ça déshonore l'évangile. Mais je crois vraiment que si on a un cœur sincère, qu'on se repent vraiment d'avoir mal géré l'argent que Dieu nous a confié, Dieu est fidèle, il va restaurer à sa manière aussi. Il ne faut pas essayer de penser, de méditer, de s'inquiéter à savoir comment Dieu va agir. Ça lui appartient. L'important, c'est que nous, on ait vraiment le cœur pour bien gérer ce qu'il nous a donné. Qu'on fasse notre part aussi. Qu'on agisse avec sagesse. Et que ce sera peut-être pas non plus du jour au lendemain, d'un seul coup. Ça, comme toi, tu racontes que tu avais plein de billets dans ta boîte aux lettres, mais il y a beaucoup de gens... Mais ça n'a pas tout résolu, ceci dit, mais c'était un début. C'était bien, c'est un bon début. Ça va pouvoir passer par une augmentation de salaire ou juste trouver du travail. Je me souviens d'une femme de pasteur. Juste trouver du travail, ça c'est un bon point. Mais quand t'es au chômage et que t'arrives au fond de tes réserves, c'est ça. Ou alors je me souviens d'une femme de pasteur qui est maintenant âgée, elle m'avait tellement fait rire, elle m'avait dit, moi ma fille, c'était née d'Afrique, genre, moi ma fille, quand je vais faire les courses, à chaque fois je prie, Seigneur donne-moi les bonnes occasions. Et à chaque fois elle rentrait, puis c'est vrai que Dieu la bénissait, Dieu la bénissait à trouver des affaires en liquidation, ce qui fait qu'elle n'avait pas plus d'argent dans son porte-monnaie, mais elle pouvait en acheter plus avec ce qu'elle avait. Mais ça, c'est nous, ça, les Sphinx. Ta fille nous appelle la famille des promos. On arrive toujours à la bonne place au bon moment. Mais chez nous, c'est Jérémy qui trouve les promos. Mais moi, je pense... Et quand je pense aux gens, c'est sûr qu'on parle plus des gens qui sont dépensières, les femmes dépensières, mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Des fois, nos revenus sont tout simplement plus petits que nos dépenses, qu'on doit faire nos dépenses ponctuelles qu'on doit faire à chaque mois. Et je me dis aussi, en tant que femme, c'est à ce moment-là de réfléchir un peu out of the box, comme on dit, de chercher des nouvelles idées. Je me dis, quand tu as tes... De manière légale, quand même. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu rencontres, par exemple, que bon, tes revenus sont plus petits que ce que tu dois payer ton loyer, tu dois nourrir ta famille ou quoi que ce soit. Systématiquement, il ne reste jamais rien. Il ne reste jamais rien, exactement. Il y a des gens qui sont dans ce cycle constant où est-ce qu'ils travaillent, mais c'est juste pas assez. À ce moment-là, c'est de réfléchir, ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je sais tresser peut-être? Je peux tresser des gens dans ma communauté. Est-ce que peut-être que, comme tu dis, par exemple, toi, tu sais trouver des deals.
ben, je peux dire à quelqu'un, ben, tu sais quoi, moi, je peux t'aider à aller faire tes achats ou quoi que ce soit. Ben, c'est un service que tu rends. Tu sais, commencer à chercher un peu, on a tous des talents, des dons. Ben oui. C'est des sources de revenus qu'on peut aller chercher comme ça. Et il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire nous-mêmes. On peut aussi couper dans nos dépenses. Je te parlais tout à l'heure des cheveux. Moi, je dépense beaucoup dans mes cheveux. Je m'assume. Je dépense beaucoup dans... J'aime bien me faire les ongles, j'aime bien tout ça. Et la plupart des femmes, on aime bien prendre soin de soi. Mais c'est juste question de dire, OK, je peux pas au détriment de ma famille, donc je peux faire des choses que je peux faire moi-même à la maison. Il y a des trucs que je peux C'est ça, c'est que couper, si, couper dans mes dépenses, en fait. pour X raisons, là demain t'as plus rien à manger, tes enfants plus de vêtements, par sagesse et par amour pour ta famille, tu vas couper dans ton budget du superflu. Mais Oui, ça mais prend un c'est budget. exactement, ça Si prend tu un as fait budget. ton budget et tes préférences, dans ton ordre de préférence, mais il faut pas non plus se négliger. Comme tu dis, on est des femmes, on aime quand même être coquette et c'est important de garder le moral aussi. Et j'ai une amie qui travaille dans un syndic de faillite et qui aide les gens qui justement sont en train de faire faillite. Et elle me disait que quand elle les conseille pour faire un budget, elle leur dit toujours gardez-vous quand même un petit peu, même si c'est un tout petit peu, mais gardez-vous un petit peu pour vous faire belle. Parce qu'elle disait c'est tellement destructeur pour une femme de dire bon ben j'ai plus rien, alors j'ai même plus de quoi, donc je me coiffe plus, je me maquille plus, je prends plus soin de moi. C'est pas bon à long terme. Donc elle leur dit toujours gardez un tout petit peu, puis on fait le budget raisonnablement avec un ordre de priorité et savoir ce qu'on va privilégier. Et il va y avoir sûrement des choix à faire et puis des coupures à faire, mais il y a des choses comme ça, il faut pas les laisser, faut pas trop les couper. Ouais, c'est bien Comme ça. tes cheveux. Et on voit les dettes, ça peut arriver progressivement. Et comme on parlait qu'il n'y a pas forcément l'argent qui va tomber du ciel ou dans la boîte aux lettres, c'est que faut aussi accepter qu'il y a un certain processus et un temps pour sortir de ces dettes, parce que il y a des gens qui ont accumulé quand même des très grosses dettes et oui, à moins d'un miracle financier où il y a des dizaines de milliers d'euros, de dollars qui tombent, ça va être un processus. Et comment on fait pour justement rester dans ce processus à la fois pour revenir à zéro, mais quand même continuer de vivre? Est-ce qu'on doit serrer la ceinture? De toute façon, oui, il va falloir se serrer la ceinture parce que si on est arrivé là, c'est parce que, comme disait Dindine tout à l'heure, on a vécu au-dessus de nos moyens. Donc il faut savoir quels sont nos moyens et quel est le niveau de vie qui va en regard de nos moyens. Si on a une trop grosse maison, bah, tu vends ta maison, tu t'en achètes une plus petite. Si tu as une auto qui te coûte très très cher, bah, tu la rends, tu la revends, puis tu en prends une d'occasion plus petite. Et il faut vraiment ajuster à la baisse. Si tu as l'habitude d'aller tous les dimanches au restaurant, ben je suis désolée, mais tu vas faire ton poulet rôti à la maison. C'est sûr que ça va prendre un serrage de ceinture. Mais parce qu'en fait, le message de la foi, je pense, a été mal compris quelquefois. Le message de la prospérité, de la foi, le fait oui, je déclare que je mangerai les meilleures productions du pays, que cette voiture m'appartient, cette maison m'appartient. Puis tu te rends compte qu'en fait, c'est un petit garçon de 20 ans, c'est son premier salaire, il gagne le salaire minimum, et il vit comme si il était milliardaire parce que il déclare la parole, il s'empare de toutes ces choses, et puis finalement il se retrouve dans une situation catastrophique. Donc est-ce que c'est un manque de foi? Mais je pense que des fois les gens vont au-devant de Dieu. On veut proclamer la parole et on s'organise par nos moyens que ça s'accomplisse et non d'attendre Dieu. Et ça, je pense, c'est le problème de la plupart des gens qui s'endettent, c'est de ne pas attendre le moment donc de Dieu. C'est pas la bénédiction de Dieu quand je suis obligée d'aller faire un prêt à 40% pour pouvoir m'acheter une voiture. Là, je suis pas, je suis en train de vivre la bénédiction. Je pense qu'il faut faire travailler vraiment le fruit de la patience, le fruit de la maîtrise de soi. Surtout, on vit dans une société de consommation, comme on a dit tantôt, mais c'est micro-ondes aussi, là. Faut avoir tout de suite, là. Sinon, tu vas être en manque. Ben, c'est ça, là. Faut falloir faire développer le fruit vraiment de la patience, de la maîtrise de soi. Et comme tu disais, toi aussi, c'est que, dépendamment des saisons, si tu es un jeune, tu viens de finir l'école, c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes moyens que quelqu'un qui a accumulé 20 ans de service dans une compagnie. Il faut l'accepter. Si tu as des enfants en bas âge, c'est sûr que tu as plus de dépenses. Parce que la situation familiale dans laquelle tu es. Donc, il faut accepter aussi les saisons dans lesquelles on se trouve. Puis, il faut accepter aussi le fait que financièrement, il y a des étapes. Tu sais, une croissance graduelle. Des fois, il y a des On a commencé sur le seuil de la pauvreté. J'avais vu une émission sur une nouvelle mariée et vraiment, il y avait un tel budget pour s'acheter une maison. Ils sont allés
Au-dessus. 100 000 $ au-dessus parce qu'elle avait besoin tout de suite en partant de sa maison de rêve. Et son mari ne pouvait pas la rendre malheureuse. Alors il a accepté, mais je me dis, en partant, ils sont criblés, ça part pas bien, c'est que t'es criblé par les problème dettes. vraiment d'éducation. Mais c'est ça. horrible. C'est pas le sujet de l'émission, mais quand on élève nos enfants, c'est quand on est enfant que ça se programme, hein, notre attitude vis-à-vis de l'argent. Mais tu sais, je me dis, pourquoi la fille devait avoir la maison de ses rêves tout de suite, là, en partant? Je me souviens d'un gars dans ma classe, quand j'étais au lycée, il voulait absolument un vélo de course. Et alors, son père lui a dit, à chaque fois que tu as une bonne note, tu auras un morceau du vélo. Donc le père avait démonté le vélo en tout petits morceaux. Et à chaque fois qu'il avait... c'est vrai. À chaque fois qu'il avait un morceau, il donnait le morceau. Et il était tellement motivé, ce gars, mais il a fait des études brillantes. Parce qu'il y a beaucoup de vélo quand même. Et j'ai dit, cette éducation-là, si on ne l'a pas reçue, il faut qu'on se la donne nous-mêmes. Et oui, on ne peut pas avoir la grosse maison tout de suite. Il va y avoir une progression. Et il ne faut pas aspirer. Et ça donne tellement plus de joie quand on accumule tranquillement et que ça grandit tranquillement. Mais si tu as tout de suite, tu n'es qu'un enfant gâté, puis il n'y a plus rien qui te satisfait. Et toi-même, tu es prêt aussi quand tu arrives à cette étape-là où est-ce que tu reçois, tu es prêt à le gérer. Parce que combien de jeunes, quand tu as ton premier salaire, c'est mon mari qui m'a raconté ça, tu vois, t'as 1 000 $, mais tu vas acheter l'auto à 1 000 $, mais t'as pas calculé les assurances, t'as pas calculé mais c'est quand le temps passe aussi, toi aussi tu acquiers de la sagesse dans la manière de gérer aussi, et tu l'apprécies plus. Il faut aussi, si on est, le fait de rendre des comptes à quelqu'un, c'est bon aussi. Un ami proche, un parent, un banquier. Non, surtout pas un banquier. Non, mais dans n'importe quoi, quand on veut se rééduquer, le fait de rendre compte à quelqu'un, ça va aider. Et si on a des problèmes pour se sortir des dettes, qu'on prenne quelqu'un de proche et de confiance, ou votre pasteur peut-être, je sais pas, et puis régulièrement, on lui rende des comptes sur la façon dont on a dépensé nos sous, qu'on lui montre les chiffres, voilà, et comme ça, si on sait qu'on doit rendre des comptes, on va vraiment beaucoup plus se freiner. C'est le même principe avec les régimes amaigrissants, c'est la même chose. Si tu dois rendre des comptes, tu vas être beaucoup plus motivé pour reprendre le contrôle de la situation. On va pas trop parler des enfants parce que ça va faire l'objet d'une prochaine émission au cours de la semaine, justement comment inculquer une bonne gestion financière à nos enfants dès leur plus jeune âge. Et puis je vous remercie mesdames pour votre contribution aujourd'hui, pas financière mais pour votre contribution à cette émission. Donc si vous avez des problèmes avec l'argent, comme l'a dit Anne, juste mettez-vous au pied du Seigneur et dites-lui aide-moi sincèrement à sortir de là, parce que comme on l'a dit, même si vous recevez de l'argent par n'importe quel moyen, ça va juste renflouer une dette, mais le vrai problème, la source ne sera pas guérie. Donc laissez Dieu vous éduquer dans ce domaine, faites preuve de maîtrise de vous-même, c'est quelque chose que nous avons reçu et que nous pouvons manifester. Et puis quand vous passez dans les rayons de magasins, n'y allez pas si vous n'avez besoin de rien, n'y allez pas non plus si vous êtes fâché ou si vous êtes trop contente. Donc parce qu'il reste des moments pour aller faire les magasins, gardez vos cartes de crédit à la maison et vous allez voir déjà un grand changement sur votre compte pour le bien. Vous allez passer du rouge au positif, ce qui est une bonne chose. Et la Bible nous dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce que nous avons. Et je pense que c'est la bonne mentalité à avoir pour sélectionner les achats qui sont prioritaires ou non pour notre vie. Donc on se retrouve dès demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.